Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui pour les fêtes de Noël 2021 vous réserve un petit cadeau pour tous les amateurs et amatrices de la série Game of Thrones. On va vous faire une série d'émissions, une sorte de petit calendrier de l'Avent avec des émissions régulières sur cette série qu'on peut qualifier de culte. Et Histoire en série a réussi avec tous les spécialistes de cette série à vous concocter toute une série d'émissions vraiment, on espère en tout cas, très intéressantes sur des thématiques particulières. Alors aujourd'hui avec moi, un des grands spécialistes de Game of Thrones, Florian Besson. Bonjour Florian. Bonjour Nicolas. Alors Florian, vous êtes docteur en histoire médiévale, vous êtes aussi enseignant dans le secondaire et surtout, vous êtes là avec moi aujourd'hui, vous êtes venu dans la première émission d'Histoire en série avec Justine Breton et entre-temps, depuis, vous avez publié un des ouvrages qui fait référence quand on veut étudier de façon scientifique Game of Thrones. C'est votre livre qui est paru au PUF en 2020, Une histoire de feu et de sang. Tout, entre guillemets, tout ce qui est autour de l'histoire de la démythification de tout ce qu'il y a dans Game of Thrones. Alors aujourd'hui, dans notre émission, Florian, on va s'attaquer à une thématique qui se rapproche de vos travaux universitaires. Vous avez travaillé en thèse sur l'Orient latin. On va se poser aujourd'hui la question de l'Orient et de l'orientalisme dans la série Game of Thrones, Florian. Alors, justement, pour commencer, peut-être, est-ce que vous pourriez nous préciser ce que l'on entend peut-être par Orient dans la série Game of Thrones, en se disant finalement que cette série, elle est plutôt centrée sur Westeros, donc sur l'Occident? Oui, absolument. Comme vous le dites, donc la série, on rappelle, donc elle se centre sur le continent de Westeros. Le nom même du continent a un West en anglais, donc c'est l'Ouest, bien sûr. Donc le nom même du continent, il indique qu'on est côté occidental. Et puis on sait que cette grande île, elle a globalement la forme des îles anglo-saxonnes, un peu inversées. Donc on a effectivement un point de vue très occidental, un monde occidentalo-centré. Et en fait, l'Orient dans la série, alors dans les livres, c'est un peu plus nuancé, comme toujours, mais dans la série, l'Orient, il se présente surtout à nous à travers en fait les aventures de Daenerys, qui vit du coup tout un parcours initiatique en Orient, à travers la mer d'Austrac d'abord, puis les diversités de la baie des Esclaves, jusqu'à elle-même revenir à Westeros. Donc l'Orient, en fait, on le voit surtout dans les scènes de Daenerys jusqu'à la saison 7.
Alors justement, Florian, cet Orient, peut-être c'est aussi bon de préciser, vous l'avez dit, Daenerys Targaryen, elle se retrouve là-bas parce que sa famille a été chassée du pouvoir sur Westeros et elle y est exilée quelque part. Elle y est de force vers un territoire que les habitants de Westeros semblent juger comme peut-être en tout cas inférieur. Alors, inférieur, c'est intéressant parce qu'il y a un rapport, en fait, il y a un rapport contrasté assez complexe à cet Orient. Dans la série, l'Orient, effectivement, c'est un espace autre, c'est vraiment un espace d'altérité, on pourra sûrement y revenir. C'est un espace mystérieux, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'Orient, on ne sait pas jusqu'où il va. D'ailleurs, hein, c'est intéressant de voir que plus on va vers l'Orient, plus on va vers l'Est, plus c'est mystérieux, hein, avec cette espèce de ville frontière qui est Asshai et l'ombre dans la traduction française, Asshai by the Shadow en anglais, qui est une espèce de ville tout au bout à l'est du monde où après il n'y a plus rien à part les terres d'ombre. Donc il y a cette idée hein, d'un Orient mystérieux. Et puis effectivement, les Occidentaux, donc les Westerosi, ils méprisent un peu cet Orient. Ils y voient un Orient qui est moins militarisé, moins viril que l'Occident. On le voit par exemple très tôt dans la série, on le voit dans la saison 1 avec Syrio Forel, qui est, pour rappel, le maître de danse, donc en fait le maître d'épée d'Arya Stark quand elle est à King's Landing, qui vient de Bravos, donc une des cités libres d'Orient, il a un petit accent italien, il a une petite barbiche que j'imagine les spectateurs américains assimilent à un Italien, donc c'est une figure orientaliste, même un orientalisme soft, mais une figure d'orientaliste. Et il y a une scène dans laquelle un des gardes de la King's Guard vient pour arrêter Arya et où il se moque de lui. Hein, il se moque de lui en disant voilà, hein, que les braves aussi savent pas se battre, etc., ce genre de choses. Donc on voit effectivement qu'il y a un espèce de rapport, un peu de mépris, mais un mépris qui est doublé d'une forme de fascination, et parfois de fascination un peu effrayée, parce que c'est aussi d'Orient hein, que sont venus les Targaryens, c'est d'Orient que sont venus les dragons. Florian Besson, justement, cet Orient, vous avez commencé à l'évoquer ici, c'est très intéressant. Il est synonyme d'altérité, il est synonyme, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est aussi de l'exotisme, hein, quand on a quand même beaucoup de topoi orientaux que l'on retrouve dessus, hein, notamment, vous l'avez évoqué, quand on est bien sûr avec les Dothraki, hein, qui nous font penser à des figures de barbares médiévaux, on va dire comme des Huns par exemple, ou en tout cas ou des Mongols. Voilà, on a ça, on retrouve ça, et puis on retrouve aussi ça avec la façon de vivre à l'oriental, les jardins notamment. On se croirait dans l'Alhambra de Grenade. Oui, alors en fait, effectivement, il y a deux Orients dans la série. Le premier Orient, c'est Essos, donc c'est le continent oriental hein, sur lequel se balade Daenerys pendant plusieurs saisons. Et effectivement, là, comme vous le dites, hein, Essos, c'est vraiment un condensé de tous les éléments que l'imaginaire collectif associe à l'Orient. Et en fait, hein, de tous les éléments, et c'est pas inintéressant, hein, bien sûr, de tous les éléments que l'imaginaire médiéval associe à l'Orient. L'Orient, c'est un territoire riche, c'est un territoire où on trouve de l'or, de la soie, des épices, mais c'est aussi un territoire méconnu, un territoire où il y a des peuples dangereux comme les Dothraki, qui sont un espèce de mélange entre les Huns et les Mongols. Quand on voit, hein, quand on parcourt l'univers étendu que Martin a créé, on voit qu'il y a un grand empire qui s'appelle l'empire de Yi-Ti, qui est calqué sur le modèle de l'empire chinois, ce genre de choses. Et dans l'autre sens, hein, toutes les cités libres, c'est évidemment des références aux cités communales italiennes. Bravos, particulièrement, c'est un avatar de Venise, c'est une ville de canaux, de théâtres, d'assassins, dont la puissance repose sur la flotte. Enfin, c'est vraiment un avatar de Venise. Donc, on a ce premier Orient qui est bourré effectivement de clichés, de topoi associés à l'Orient, c'est-à-dire de clichés en fait qui fabriquent ce qu'on appelle l'orientalisme, c'est-à-dire la façon dont l'Occident a imaginé et a construit par son imagination l'Orient. Et en fait, le deuxième Orient dans la série, et pour le coup, il est vraiment intéressant, c'est Dorne, c'est-à-dire hein, cette province du sud des sept royaumes, où effectivement, comme vous le dites, un Dorne, en fait, ça fait vraiment penser à l'Andalous. Toutes les scènes qui sont filmées hein, autour du prince de Dorne, par exemple, elles ont été filmées, elles ont été tournées à Séville, dans l'Alhambra. Et donc là, ça convoque un autre volet de notre imaginaire de l'Orient, qui est le volet voilà, d'Al-Andalus qu'on imagine avec cette architecture bien particulière, l'imaginaire du harem, l'imaginaire du hammam, ce genre de choses. Et donc, en fait, on a ce mélange entre deux orientalismes différents dans la série. J'aimerais qu'on revienne sur le mot, Florian, s'il vous plaît, altérité, parce que c'est intéressant, parce on retrouve on va dire, on va les qualifier comme ça, je ne sais pas, ces provinces orientales, on les retrouve avec des personnages qui sont centraux
dans l'histoire de Game of Thrones, que ce soit Daenerys, que ce soit Arya, et pourtant à chaque fois, ce sont des personnages, presque on pourrait dire de bannis. Alors, ils vont parcourir une partie de l'Orient, en tout cas, avec une sorte de parcours initiatique, et revenir finalement au centre du jeu de Game of Thrones dans les dernières saisons comme des personnages principaux. Oui, alors comme vous dites, c'est des bannis, effectivement, et surtout, hein, les deux, Arya comme Daenerys, c'est des occidentales. C'est des personnes qui n'oublient jamais que le cœur de leur identité, il est à Westeros. Même Daenerys, qui n'a jamais connu Westeros, parce que c'était un bébé à peine né hein, quand elle a quitté Père Dragon pour la dernière fois, pourtant, toute sa maison, en fait, hein, sa maison rêvée, c'est Westeros. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on a vraiment un point de vue très occidentalo-centré. C'est que l'Orient, il ne se donne à voir qu'à travers les yeux de personnages qui ne sont pas orientaux, qui ne se sentent pas orientaux. Et donc cette altérité, elle est multiforme. L'Orient, c'est une altérité politique. Hein, les Sept Couronnes, c'est un royaume féodal qui ressemble un peu à certains royaumes féodaux médiévaux. Hein, ça ressemble un peu à l'Angleterre ou à la France du XIIIe siècle. Alors qu'au contraire, quand on avance en Orient, on a plein de régimes politiques différents qui sont tous faits pour être bizarres, en fait. C'est ça l'idée, c'est qu'il faut qu'ils soient bizarres, que ce soit les Kalassars mongols qui ressemblent à des tribus mongoles, les Kalassars d'Othraki, pardon, qui ressemblent à des tribus mongoles, les cités libres avec des espèces de républiques qui font penser aux cités-États italiennes. Bref, à chaque fois, on a des régimes politiques étranges, que ce soit des régimes oligarchiques ou plutocratiques, ce genre de choses, qui s'opposent au régime très classique du royaume féodal de Westeros. Hein, de même, on a une altérité ethnique très forte. Hein. Les sociétés de l'Orient, elles sont plus diverses ethniquement qu'à Westeros. Dans la série, hein, ça se traduit très bien par la présence d'un plus grand nombre de personnes racisées. Hein, et c'est pas toujours facile, ça a été beaucoup discuté et beaucoup critiqué. C'est pas évident hein, de savoir si de la part des showrunners de la série, c'est un véritable effort de diversification ou est-ce que c'est un moyen facile de faire exotique en reprenant là encore un certain nombre de clichés et de topoi qui sont associés à l'Orient depuis le Moyen-Âge, voire même avant. Hein, c'est déjà comme ça hein, que les Romains jugeaient les Phéniciens et les Perses, par exemple, hein, comme des sociétés à la fois très riches, très fascinantes par leur richesse, mais aussi des sociétés très violentes, très barbares par certains aspects. Et puis, quand on pense aussi à Arya, tout son parcours initiatique avec justement les 100 visages, c'est peut-être pas par hasard qu'on le situe dans une de ces cités libres situées en Orient, parce que là aussi, ça semble renvoyer quelque part à tout un topo autour de la magie Oui, bien qu'on sûr. a eu en Occident par rapport justement à cet Orient-là. Oui, bien sûr. En fait, hein, dans l'orientalisme, alors l'orientalisme, ça a été étudié entre autres par Édouard Saïd, c'est celui qui forge le terme orientalisme. Et Saïd, il montre bien que cet orientalisme, c'est un espèce d'immense millefeuille très complexe, avec donc des différentes strates. Et l'une de ces strates, effectivement, c'est cette idée hein, de la sagesse de l'Orient. L'Orient, ce serait un monde plus vieux que l'Occident, qui serait resté connecté à une espèce de tradition immémoriale hein, remontant aux plus lointaines origines de l'homme, et qui passe effectivement par une forme de magie une forme de superstition, etc., prégnante en Orient. Quoi. Et on sait hein, que cette idée, elle influence certains voyageurs qui vont en Orient en partie pour ça. Pierre Loti, par exemple, il va en Orient en partie pour retrouver une espèce de terre perdue, alors que l'Occident, c'est la modernité industrielle. Et dans la série, c'est exactement ça. Si Arya va jusqu'à Braavos pour se faire initier, c'est le thème hein, de la sagesse de l'Orient, des mystères de l'Orient, qu'on retrouve très bien avec Daenerys quand elle est à Kars, hein, où elle a affaire à tout un tas de magiciens, de sorciers bizarres. On rappellera également hein, que la prêtresse du feu, Mélisande, proche de Stannis, par exemple, hein, vient de Asshai, donc de cette ville située tout au bout de l'Orient. Et en fait, ça, c'est pas un hasard, ça, c'est vraiment un cliché orientaliste très fort, l'idée que plus on s'éloigne de la modernité occidentale, plus on plonge dans des espèces de brume de magie, de brume du passé, ce genre de choses. C'est des choses qu'on retrouve très bien aussi hein, pour les auditeurs et les auditrices chez Lovecraft, par exemple, hein, où on voit très bien qu'il oppose un Occident moderne avec un Orient marqué par la magie, même si chez Lovecraft, c'est une magie plutôt maléfique et inquiétante. Oui, effectivement, Florian, vous avez tout à fait raison. Je pense que cet Orient, ça semble montrer à la fois une certaine, on va dire peut-être un côté très ancien, peut-être qui rappelle l'Antiquité, hein, même s'il n'y a pas d'Antiquité ici dans aux sept couronnes. Mais en tout cas, on voit bien ce côté-là avec à la fois aussi peut-être des traditions politiques hein, différentes de celles d'Occident, vraiment où Westeros, vous l'avez dit, c'est l'Occident médiéval
médiéval, alors que l'Orient, on a les autres systèmes politiques qui, eux, sont plus anciens et qui perdurent. Oui, absolument. Il y a cette idée très très forte dans la série que l'Orient, c'est vraiment l'espace, on a dit, c'est un espace d'altérité, mais c'est aussi un espace du passé. Dans les romans, il le dit explicitement. Il y a un moment où Tyrion, il est en route vers Volantis, il remonte le fleuve, et il dit, je cite, que Tyrion avait l'impression de parcourir les années en même temps que les lieux en remontant l'histoire. C'est assez révélateur. Plus il avance vers l'Est, plus il remonte le temps. Et dans la série, évidemment, ça se voit très bien. On le voit très bien dans les costumes, on le voit très bien dans l'architecture. À Myrine, par exemple, sont organisés des jeux du cirque qui voient s'affronter des gladiateurs. Bravos est défendu par un colosse comme l'était la cité grecque de Rhodes. Bref, on a vraiment un imaginaire de l'Antiquité très fort. Et dans la série, on le voit également, ça se marque par des contrastes visuels qui sont assez marqués, parce que là aussi, en fait, c'est des codes, c'est des clichés du cinéma, c'est des codes visuels, en tout cas contemporains. Westeros, c'est le Moyen-Âge, et donc sans surprise, c'est une terre sombre. Les personnages, ils portent des vêtements noirs, gris, marron, alors qu'au contraire, Essos, c'est l'Orient, et l'Orient, c'est associé à la lumière, à la couleur. On voit très bien, il suffit de regarder n'importe quelle scène à Kars, où on voit que les personnages ils portent des tenues très légères en soie, très colorées, souvent d'ailleurs très sexualisées. Ça aussi, c'est un autre cliché de l'Orient dont on pourra peut-être reparler. Alors qu'au contraire, Westeros, c'est le Moyen-Âge, donc on a un Moyen-Âge froid, sombre, gris, contre une Antiquité chaude et lumineuse. Et c'est vraiment des codes visuels. Je disais, c'est des choses qu'on retrouve partout, y compris dans des œuvres qui ne se connaissent pas mutuellement, donc qui ne s'influencent pas mutuellement. Pensez par exemple à la série Kaamelott, la série d'Alexandre Astier, où on a dans le livre 5 un Moyen-Âge très gris, très sombre, très froid. On a l'impression que ça pourrait être filmé à côté de Winterfell, pas de problème. Et dans le livre 6, on a une Antiquité très chaude, avec du rouge, du jaune, des couleurs très saturées. Et là, on a l'impression que ça pourrait être filmé à Kars ou à Myrine. Donc c'est vraiment cette image très cliché, évidemment, d'un Moyen-Âge gris et sombre contre une Antiquité chaude et lumineuse. Avec aussi, Florian, quelque chose d'intéressant aussi, quand on pense par exemple au combat, on a véritablement des techniques de combat armés qui datent de l'Antiquité, avec, on a l'impression parfois, quand on voit les esclaves soldats de Daenerys, qu'on a une phalange macédonienne. Oui, bien sûr, les Immaculés, évidemment, ils font penser à une phalange, ils font penser à des Spartiates, mais à côté de ça, toujours, on rappellera que l'une des clés du succès de Martin, c'est sa capacité à mélanger les temps, à mélanger les imaginaires, parce que d'un côté, les Immaculés, c'est des Spartiates / Macédoniens, mais c'est également des janissaires. Cette organisation, ces esclaves soldats que l'Empire ottoman recrutait en masse pour en faire le cœur de son armée. Et là, clairement, c'est ça, parce que c'est des soldats recrutés, castrés, formés pour être les meilleurs soldats du monde. Donc, il y a ce mélange des temps, ce mélange des époques. Mais effectivement, et quand on parle des Enselides, c'est intéressant, les Immaculés, puisque les Immaculés, c'est des esclaves. Et ça, pour le coup, c'est l'une des grosses différences dans la série comme dans les romans, c'est qu'à Westeros, il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a pas d'esclavage à Westeros. D'ailleurs, on se rappellera que quand Daenerys veut recruter des Immaculés pour la première fois, ses conseillers Westerosi l'en dissuadent, essayent de l'en dissuader, en disant « Ah, mais les nobles à Westeros n'accepteront jamais une reine qui revient avec une armée d'esclaves. » Évidemment, ça c'est important, parce que pour le spectateur contemporain, a fortiori pour le spectateur états-unien, on sait l'importance qu'a l'esclavage dans la geste de fondation des États-Unis. Donc pour le spectateur contemporain, l'esclavage, à la fois c'est mal, donc là ça dit bien que l'Orient c'est mal, et l'esclavage c'est du passé. L'esclavage c'est vieux, c'est un truc de barbare qu'on faisait avant de rentrer dans la modernité grâce à Lincoln et à Benjamin Franklin. Je caricature à peine, mais il y a un peu de ça quand même. Du coup, on voit bien que Westeros c'est une terre moderne, parce qu'il n'y a pas d'esclavage, alors que Essos, c'est un monde ancien, figé dans le temps, prisonnier d'une pratique à la fois immorale et violente que symbolise, que cristallise l'esclavage. Et que l'on retrouve avec la quête dans plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons de Daenerys, qui libère peu à peu tous ces esclaves-là et s'en prend à tous leurs propriétaires dans ces cités libres, justement, en leur montrant bien que ça y est, le temps des esclaves est fini, comme pour montrer qu'il y a une rupture finalement entre le passé et le présent. Alors absolument, il y a une rupture, et ce qui est ironique, à la fois ironique et en même temps problématique, et là aussi ça a été beaucoup critiqué, beaucoup interrogé, c'est que cette rupture, elle est portée par une conquérante blanche. Alors en fait, là, Game of Thrones se double d'un message colonial, c'est le trope du sauveur blanc, du white savior, qui est bien attesté dans la fiction contemporaine. Effectivement, Daenerys, elle libère les peuples orientaux, elle met à bas les fausses idoles. On se rappellera de cette scène spectaculaire où elle abat la harpie de Myrine qui dévale sur les marches de la Grande Pyramide.
et elle transforme les coutumes locales en imposant en fait ses normes à elle, autrement dit en imposant les normes de Westeros. Par exemple, elle essaye d'interdire les jeux dans les arènes à Myrrine, et il faut plusieurs pages, plusieurs semaines pour que les gens de Myrrine réussissent à la convaincre de rétablir les jeux. Et donc en fait, ici, c'est vraiment une image d'une civilisatrice qui se bat pour ce qui est bon, autrement dit, pour ce qu'elle pense être bon, et c'est des images qui sont très chargées de connotations néocoloniales que la série reprend beaucoup en fait sans les discuter. Florian Besson, autre chose vraiment importante à voir ici, c'est l'idée qu'il y a dans cette série Game of Thrones de voir finalement que, vous l'avez dit, il y a des clichés orientalistes que l'on retrouve véritablement dans cette série-là. Et premier cliché, vous avez commencé à en parler, alors j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur avec ça. C'est peut-être celui justement de ces personnages-là qui vraiment rappellent l'Orient. Le harem, c'est les eunuques. Les eunuques, c'est un vieux cliché associé à l'Orient, là encore, depuis la période médiévale. Les Occidentaux, par exemple, au XIIe, XIIIe siècle, quand ils voyagent dans l'Empire byzantin, ils critiquent la pratique des eunuques. Ils y voient une forme à la fois de grande violence, bien sûr, exercée sur le corps d'un homme, et puis une forme de dégénérescence, ce genre de choses. Donc, il y a tout un imaginaire de l'eunuque qui s'est transmis à travers les siècles, qui est très associé à l'Orient, qu'on retrouve dans la série. Effectivement, c'est pas un hasard. L'eunuque célèbre de la série, c'est Varys. Varys, il vient de l'Orient, c'est là où il a été castré. Et Varys, c'est une figure un peu inclassable. Il ne correspond pas au code de la masculinité telle qu'elle est construite à Westeros. Effectivement, il n'a pas d'amant, il n'a pas d'amante. Il semble largement en dehors de ces codes-là. Et puis, il a un rôle politique très ambigu, très ambivalent dans toute la série. Alors, dans les romans, n'en parlons pas, parce que c'est encore plus compliqué. Et donc, ce n'est pas un hasard. C'est le cliché de l'eunuque intrigant, de l'eunuque qui tient les ficelles, ce genre de choses, qui a vraiment toute une histoire, pour le coup, toute une histoire dans l'imaginaire occidental. C'est des choses qu'on retrouverait dans le théâtre du XVIIe siècle, dans les romans du XIXe siècle, ce genre de choses. Donc Varys, en fait, c'est l'héritier d'un fantasme, vraiment le fantasme occidental de l'eunuque oriental. Puisque l'on est dans les fantasmes, Florian, il y a aussi, vous avez commencé à le dire, cette idée, puis on l'a évoqué avec l'idée du harem, bien sûr, mais il y a quand même un Orient qui est très, très sexualisé, vous l'avez dit, de par les tenues, mais aussi de par les postures, voire même le maquillage de Oui, tous bien ses sûr. habitants. Tout à fait. Ouais. Là aussi, c'est des choses que Edouard Saïd il a bien montré. L'une de ses strates, donc l'une de ses couches imaginaires de l'orientalisme, c'est le rapport à la sexualité. C'est l'imaginaire d'un Orient plus sexualisé, dans lequel la sexualité serait à la fois plus libre, plus facilement accessible et plus diversifiée qu'elle ne l'est en Occident. Je cite un bref passage d'Edouard Saïd. Je cite: harem, princesse, esclave, voile, fille dansante, jeune garçon docile. L'Orient était l'endroit où l'on pouvait chercher des expériences sexuelles impossibles à obtenir en Europe. Au fil du temps, la sexualité orientale est devenue une proposition classique de la culture de masse, permettant au lecteur de se l'offrir sans avoir à aller en Orient. Fin de citation. Et ici, on voit bien que la série Game of Thrones, elle prolonge cette vision en proposant le cliché d'un Orient qui est plus libre, plus excitant, plus permissif, plus sexualisé que l'Occident. Ça se cristallise sur certaines figures, ça se cristallise par exemple sur Oberyn Martell, le prince de Dorne, qui assume sa bisexualité. Sa première apparition, c'est dans un bordel avec son amante, pendant qu'ils sont en train de choisir leur partenaire à la fois homme et femme pour la nuit, qu'on va retrouver par la suite. Et qu'en fait, qu'on retrouve dans les romans, beaucoup dans les romans, on le retrouve avec Ariane Martel, par exemple, princesse de Dorne, ce genre de choses. Et donc, ce cliché de l'oriental ultra sexualisé, qui est à la fois libéré et en même temps hors d'atteinte, elle se retrouve vraiment systématiquement dans les romans et dans la série. C'est l'un des fils que la série reprend, effectivement, et du coup contribue à prolonger. Autre fil important aussi, c'est, on l'a parlé tout à l'heure, des techniques de combat avec les Immaculés, mais parmi les élites, il y a toujours cette idée, bien sûr, des intrigues qui sont au cœur de tout ce qui se passe dans Game of Thrones, que ce soit à Westeros ou en Orient, mais par contre, il y a les façons de faire, et autant quand on voit les façons de faire de certains, comme les Bolton par exemple, très brutaux, on en parlera peut-être, Florian, dans l'émission sur la violence, mais quand on veut assassiner quelqu'un, autant en Orient, on a là aussi un cliché, celui des Orientaux finalement, qui sont beaucoup plus subtils que ça, et qui, eux, plutôt parfois que les armes, utilisent le poison. Oui, c'est le poison. Ben voilà, vous l'avez dit, Nicolas, là aussi, c'est un autre vieux cliché
de l'Orient qui collent à la peau depuis plusieurs siècles. Donc en fait, ces clichés, ils ont vraiment une histoire. Ils ont contribué à façonner notre imaginaire collectif. Et oui, c'est ce cliché d'un Orient plus subtil d'un côté, donc c'est fascinant, mais en même temps plus fourbe. C'est en Occident, on est des vrais hommes. Quand on veut tuer quelqu'un, on le tue vraiment d'un coup de couteau, etc. Alors que les Orientaux, eux, ils sont fourbes, ils utilisent le poison, on ne peut pas leur faire confiance, etc. On l'a dans les romans, quand Tyrion il s'interroge sur qui a pu empoisonner tel personnage à la cour de King's Landing, on lui dit le poison, c'est une arme de femme ou d'eunuque. Donc on retrouve cette idée, les eunuques, c'est l'Orient, etc. Donc ça aussi, c'est des vieux motifs, c'est des vieux clichés. On pensera par exemple à la France du XVIe siècle, dans lequel le poison, c'est vu comme une pratique italienne. Donc à cette époque, c'est cet Orient-là, c'est l'imaginaire du Sud. Et tout ça, en fait, c'est associé aussi à ce qu'on appelle la théorie des climats. C'est une vieille théorie avancée par des géographes antiques et tardo-antiques, beaucoup reprise par la suite, selon laquelle le climat influence, détermine à la fois les structures politiques et les coutumes, les pratiques des peuples qui y vivent. Et donc, selon cette idée, il y a une espèce de gradient de civilisation. Plus on va vers le nord, plus on a des barbares poilus avec de la fourrure qui se battent avec des haches. Plus on va vers le sud, plus on a des orientaux paresseux, fourbes, luxurieux, qui utilisent du poison et qui vivent dans des harems. Donc en fait, c'est des clichés à la fois historiques, géographiques, politiques, qui, encore une fois, ont toute une histoire d'ailleurs passionnante. Et quand on regarde la façon de filmer, Florian, moi aussi, je vois surtout, je reviens sur les combats, par exemple, quelque chose d'intéressant. Il m'a apparu, vous avez dit, quand on parlait d'Othraki, un mélange à la fois peut-être de Mongol et de Hun, certaines scènes, quand on les voit sur des gros plans, bien sûr, hein, images numériques, on a l'impression d'avoir à la fois un mélange entre les Immaculés d'une phalange macédonienne qui arrive et puis de la Horde d'Or. On a quand même cette idée, quand ils traversent, là aussi, justement, la mer pour aller à Westeros, on a l'impression de ce vieux mythe de l'invasion de l'Occident, quelque part. Alors, ça reprend un peu ça. Je trouve que ça ne le reprend pas beaucoup quand même, ce vieux mythe de l'invasion jaune qu'on avait beaucoup dans les années 20-30 en France, qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve là aussi dans pas mal d'œuvres, dans pas mal de bandes dessinées, dans pas mal de films. Voilà, pour le coup, on ne le retrouve pas beaucoup parce que ces Immaculés, ils envahissent pas, ils sont amenés par Daenerys. Et d'ailleurs, c'est assez révélateur de voir comment est-ce que la série traite les Orientaux qui vont avec Daenerys. Elle les évacue littéralement à la va-vite. Les Dothraki sont sacrifiés lors de la charge nocturne contre les marcheurs blancs. Donc c'est une scène spectaculaire mais absurde. Missandei, elle est exécutée à la va-vite, enchaînée comme une esclave, ce qui a été très critiqué à l'époque. Et à la fin, les Immaculés, ils repartent en Orient, on ne comprend pas bien pourquoi. Vergris repart avec ses troupes. Donc en fait, c'est une espèce de parenthèse, quoi, la présence de ces Orientaux. Ils sont venus, ils sont morts en Occident, et puis ils repartent sans avoir rien changé, sans être restés, sans avoir fait souche. Donc pour le coup, c'est plutôt un traitement un peu expédié de ces Orientaux. Et j'aimerais, pour terminer peut-être cette émission sur l'Orient, qu'on voit une figure qui est centrale, mais sans être présente dans toute la série, c'est la figure du dragon. Hein, on en parle tout le temps, on voit bien avec ce trône de fer qui a été soufflé, enfin, justement créé dans le souffle pardon, du dragon. On voit bien tout ça quand on est à King's Landing. Et puis ce dragon, finalement, figure majoritairement orientale et qui renaissent en Orient et qui, petit à petit, prennent de l'importance là-bas pour revenir à Westeros, et là aussi, comme peut-être, comme avant tout, comme arme, j'allais pas dire destruction massive, certes, mais surtout de terreur. Et là aussi, c'est peut-être cette peur de l'Orient. Alors peut-être, c'est intéressant, ces dragons. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'ils renaissent en Orient? C'est assez subtil, encore une fois, Martin, c'est un auteur très fin, très subtil, et à la fois très intelligent, très minutieux dans ses préparations. Pourquoi est-ce qu'il fait renaître les dragons en Orient à la fin de la saison 1, fin du premier tome? En fait, c'est un clin d'œil à un certain nombre de cartes médiévales et modernes qui, en Orient, placent une région dans laquelle c'est écrit ici, il y a des dragons. C'est le Here Be Dragons en anglais qui est célèbre parce qu'il est également passé dans le vocabulaire du développement informatique. C'est une autre histoire. Et donc Martin, en fait, il fait un clin d'œil à ces cartes occidentales qui plaçaient des dragons en Orient. Et lui, du coup, il place vraiment des dragons en Orient. Cela dit, c'est intéressant de noter que ces dragons, c'est des dragons occidentaux. En fait, c'est des dragons tels que les imaginent les Occidentaux, avec des griffes, des crocs, des ailes et ils crachent du feu. C'est pas du tout des dragons asiatiques ou des dragons orientaux. Regardez par exemple au contraste s'il y a des gens parmi les gens qui nous écoutent qui ont lu Le Prieuré de l'Oranger, où là on a des dragons asiatiques associés à l'eau, associés à l'air,
qui volent mais qui n'ont pas des ailes, qui sont plutôt des figures bienveillantes, ce genre de choses. Donc en fait, on a des dragons occidentaux qui réapparaissent en Orient. Encore une fois, on est en plein dans le trope du regard occidentalocentré, etc. Et effectivement, ces dragons qui, dans certaines saisons, ont un vrai rôle, deviennent de plus en plus finalement instrumentalisés. Ils perdent beaucoup en personnalité. C'est des armes, comme vous l'avez dit, que Daenerys utilise pour réimposer son pouvoir et pour conquérir enfin le trône de fer. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, Daenerys meurt, le dragon détruit le trône de fer, désolé pour le spoil, et il part et il retourne en Orient. La boucle est bouclée d'un certain côté. Encore une fois, derrière, on retrouve bien cette idée que Westeros, c'est la modernité. Et dans ce territoire de la modernité, il n'y a plus de place pour les dragons, il n'y a plus de place pour la magie, il n'y a plus de place pour les esclaves. Toutes ces vieilles pratiques, on peut les enfermer en Orient. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de très rassurant. C'est presque une forme d'exorcisme. On est tout content en disant ah, c'est bon, Westeros avance vers la modernité, Arya part vers l'ouest, elle va pouvoir découvrir de nouvelles terres. Et pendant ce temps, l'Orient s'enfonce dans les archaïsmes, s'enfonce dans le passé qui n'avance pas. Et au final, par rapport à justement ce combat qu'a mené Daenerys, on le voit sur toute la baie des Cerfs notamment, de libérer les esclaves, Florian, là aussi, bon, on est là un petit peu pour spoiler, mais pas trop. Comment ça se passe? Est-ce que là aussi, on reste sur ce système d'esclavagisme à la fin, ou au final, elle a réussi et l'Orient a quand même basculé un petit peu de ce côté-là vers la modernité? Bon, alors, si on spoil, parce qu'on ne peut pas répondre sans spoiler, dans la série, c'est assez frustrant. La série, on ne le voit pas trop. La série, c'est très, très évacué. Autant il y a un moment où c'est très long, on suit Daenerys en Orient et on voit à quel point elle a du mal à imposer ses pratiques. En fait, dès qu'elle quitte une ville, les habitants s'empressent de réinstaurer l'esclavage. C'est pour ça qu'elle décide de rester à Myrine. Dans la série, on ne le voit pas. Il y a un moment où Daenerys se détache de l'Orient. Elle monte à bord des bateaux, elle embarque tous ses potes, elle embarque ses dragons et ses esclaves et elle part en Occident et on verra plus jamais l'Orient. Donc, on imagine que l'Orient est revenu à l'esclavage, mais on n'en sait rien. D'accord. Pour le coup, dans les romans, ce sera peut-être plus nuancé parce que cette question semble devenir l'un des arcs narratifs majeurs, la question de l'héritage que Daenerys va réussir ou non à laisser. Là, pour le coup, je pense que l'héritage, quand Martin il écrit ça, à mon avis, il pense moins à des schémas antiques, médiévaux ou modernes. Je pense qu'il pense vraiment à la situation contemporaine. Il pense aux États-Unis, en Irak et en Afghanistan, à l'échec du state building ou du nation building. Et donc, il dénonce en partie ça. Derrière Daenerys qui galère pour essayer de transformer les pratiques locales, on entend sûrement en partie l'échec des États-Unis à imposer des démocraties en Irak ou en Afghanistan. Oui, ce personnage de Daenerys qui nous fait, on l'a dit, découvrir l'Orient avec là aussi des lieux, vous l'avez dit, qui rappellent certaines grandes cités. Alors, on fera ici peut-être un petit clin d'œil à notre amie Aurélie Passy. Il y a quand même un endroit très important aussi qui a peut-être été mal interprété souvent d'ailleurs. C'est quand elle est dans cette fameuse pyramide. Alors, pyramide qui n'est pas du tout, peut-être à mon avis, en tout cas, ni inca ni égyptienne, mais on est ici clairement dans les ziggourats. Oui, en fait, encore une fois, c'est un mélange de tout. Vous dites, elle n'est pas du tout égyptienne ou inca, peut-être. N'empêche que pour une grande partie du public, les pyramides, c'est l'Égypte. Donc, ça tombe bien parce que l'Égypte, c'est l'Orient. Mais les pyramides, c'est aussi les ziggourats. Donc, c'est un imaginaire encore plus ancien de l'Orient. Et en fait, tout ça, ça se mélange. Et c'est pas étonnant, vraiment, Game of Thrones, c'est un patchwork, c'est un mélange permanent des temps, des références historiques. Donc, il n'y a pas besoin de faire la différence en disant est-ce que c'est une pyramide ou une ziggourate, c'est les deux. Et c'est pour ça que ça marche, parce que ça convoque et ça réveille des choses chez tout le monde. Mais je crois que ça sera le mot de la fin pour cette émission. Merci Florian Besson pour avoir évoqué avec nous durant cette émission hors série sur Game of Thrones, l'Orient et l'orientalisme dans cette série, à travers la série elle-même, bien sûr, puisqu'on est là pour ça dans l'histoire en série, mais aussi à travers l'œuvre de Martin. Alors, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative qui permettra aux interlocuteurs et aux auditeurs surtout d'aller plus loin et de peut-être vous renseigner là-dessus. On conseille encore une fois votre ouvrage coécrit avec votre amie et collègue Justine Breton, au PUF en 2020, qui est une histoire de feu et de sang, donc le Moyen-Âge dans Game of Thrones, où vous aurez plus en détail et de façon très sérieuse, avec là aussi des sources, avec des notes, vraiment une étude historique du passé réel ou imaginaire de Game of Thrones. Merci Florian, et puis à bientôt, j'espère. Merci Nicolas, à bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger.